Le 7 décembre 2022, la Côte d'Ivoire célébrait l'anniversaire de décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. 29 ans après, le pays poursuit sa marche avec un oufouettiste à la tête, continuant l'œuvre de grand bâtisseur. Comment est géré justement cet héritage de Félix Houphouët-Boigny? On en parle juste après cet élément de Davis Oyo. Premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny est le père de l'indépendance. Il fut à la tête du pays de 1960 à 1993. Durant ses 33 ans de présidence, le bélier de Yamoussoukro a fait de la Côte d'Ivoire une puissance économique en Afrique et une nation respectée sur l'échiquier international, à tel point que l'on parlait de miracle ivoirien dans les années 80. Considéré également comme le père de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny a réalisé plusieurs ouvrages avec des architectures futuristes, entre autres la basilique, la fondation, la cathédrale, l'hôtel président. Décédé le 7 décembre 1993, à l'âge de 88 ans, dans la capitale politique et administrative, Félix Houphouët-Boigny est célébré tous les 7 décembre de chaque année. Les différents gouvernements qui se sont succédés après sa mort saisissent l'occasion pour lui rendre un vibrant hommage. Le gouvernement actuel, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, participe régulièrement à une messe en sa mémoire et à un recueillement sur sa tombe. À ces actions se greffent également des conférences sur la paix. La paix est un mot auquel il attachait du prix. Pour lui, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. 29 ans après sa mort, comment se porte la Côte d'Ivoire ? Alors, messieurs, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir en ce dimanche encore. Vous avez connu le 7 décembre, tous, le 7 décembre 93, 29 ans après. Quel commentaire, Michel Betta? Bon, 29 ans après, ce que nous constatons, je dis que cette réflexion du professeur Jean-Noël Loukou est tout à propos. Il disait de là, chaque Ivoirien a été, est et sera forcément un fautiste. Aujourd'hui, tout le monde se revendique d'Houphouët et c'est la preuve que l'héritage d'Houphouët-Boigny est toujours vivant et vivace dans le cœur des Ivoiriens. Valentin Zawi. Le président Houphouët-Boigny a consacré les 2 tiers de sa vie à servir à un haut niveau, au niveau de l'État. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter. C'est un être humain comme nous. Il y avait du bon, il y avait du moins bon, mais je pense que quand on fait une analyse, c'est aussi important de relayer effectivement les points positifs, mais aussi de tirer les leçons de ce qui n'a peut-être pas marché pour que ça puisse aider les générations d'aujourd'hui et celles qui sont à venir. Et Félix Bonny. Évidemment, 29 ans après, on peut se réjouir de ce que la Côte d'Ivoire se maintient encore dans une posture de leader, un pays quand même qui fait toujours envie. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu le rayonnement de ce pays, on peut dire que la Côte d'Ivoire quand même avance. Toutefois, il faut quand même regretter qu'au niveau de l'héritage politique du Houphouët-Boigny, c'est quand même la décadence. Et ça, je pense que rien qu'en y pensant, on a un peu de pincement au cœur. Il le disait tantôt, tout le monde se réclame un peu oufouettiste, mais qui est vraiment oufouettiste? Je crois qu'on va en parler dans les détails parce que tout le monde bâtit, mais on bâtit également avec la gouvernance politique. Et au plan politique, je crois qu'il y a beaucoup à redire. Alors, Félix Bonny, Élisée Boliboué, quel commentaire? 29 ans après, moi, je dirais que la Côte d'Ivoire tente de retomber sur ses 2 pieds, après avoir vécu pratiquement 3 décennies entrecoupées de crises militaro-politiques, de rébellions et de crises post-électorales. On essaie de retrouver encore notre sérénité et repartir de plus belle. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, on ne va pas se focaliser tout le temps sur cette parenthèse, je dirais, douloureuse qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la vie des nations. Il faut maintenant tirer les conclusions et les leçons de tout ce qui s'est passé et puis tracer un sillon plus heureux pour notre avenir. J'ai entendu, messieurs, des personnes se plaindre de ce qu'on n'a pas suffisamment rendu hommage le 7 décembre dernier à Félix Houphouët-Boigny. Quel est votre commentaire, Valentin Zawi? Nous sommes une république, nous sommes en démocratie et le principe veut que chacun de nous ait un avis. Celles et ceux qui pensent cela se disent certainement que pour ce que cet homme a été pour la Côte d'Ivoire, il faut peut-être des actions, j'allais dire, plus fortes, plus grandes. Et puis il y en a d'autres qui vont estimer que c'était peut-être suffisant. Chacun a donc son avis à donner. Mais moi, je pense qu'il est important, c'est quand on fait le point, quand on fait le bilan ou quand on célèbre l'anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, je pense que c'est une bonne opportunité de dire qu'est-ce qu'il a apporté à ce pays et comment il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait, c'est un humain, comme je le disais à l'entame de mon propos, qui n'a pas marché. Et quelles leçons on tire pour avancer? Parce qu'un pays, c'est à chaque citoyen d'apporter la contribution pour que le pays avance, en fait. Il a fait sa part, avec ses failles,
de l'humain qu'il est. Aujourd'hui, c'est quelle leçon on tire de tout ça pour avancer. Et je termine avec, je vais dire, c'est quand même sur le président Houphouët-Boigny qu'on a commencé à construire une nation. Quand des jeunes enfants qui sont de Gagnoa, qui sont des Divo, vont à l'école à Korogo, vont à l'école à Boisseau, à Mans, mais c'est pour construire une nation, dans les internats, pour qu'ils apprennent à découvrir l'autre. C'est comme ça qu'on vit ensemble. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est... Il y a eu des belles choses de la part de président Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on a fait de son héritage? Mais la question, vous êtes retourné. Oui, mais écoutez... selon vous... vous me posez la question, moi j'y réponds. Je sais que jusque dans les années 80, on va dire 85, il a beaucoup investi dans l'éducation des enfants de ce pays. Nous sommes la génération où on avait le bus pour aller à l'université, et puis jusqu'à dans les années 91-92, tout ça a été supprimé. Au nom de ce que les institutions de Bretton Woods estimaient qu'il y avait beaucoup d'argent qu'on mettait dans tout ça, on a tout supprimé. Je fais observer que dans ces pays-là, ils continuent d'avoir des bus scolaires. Hein. Ils continuent d'avoir des LED pour le logement de leurs étudiants. Donc, est-ce que c'était vraiment dans l'intérêt du pays? Parce qu'une nation, un pays, c'est aussi l'éducation. Et on pourrait certainement en reparler. Je pense que sur cet aspect des choses, le président Houphouët-Boigny a bien fait les choses. Il a fait beaucoup. Ce serait bien... c'était quand même ici que les autres venaient pour se former à l'université. On n'avait peut-être qu'une seule, paradoxalement, on aurait pu en avoir 2 ou 3, mais ça aussi, on peut en débattre. Mais c'était quand même, les gens venaient de partout. En Afrique, vous venez former ici. Comme par hasard, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on constate? Les Ivoiriens vont dans les autres pays pour se former à l'université. Ben, ça pose question. Alors, Michel Betta? Oui, dans la même veine, moi je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir se revendiquent du Houphouët-Boigny et on s'étonne que le social qui avait fait un des pans des plus importants de la politique du Houphouët-Boigny a disparu. On parle de logements sociaux, mais c'est plus pour les pauvres. Donc je veux dire, en fait, aujourd'hui, on a un oufouettisme je dis, plus dans la parole que dans l'action. Moi, j'en veux pour preuve, aujourd'hui, ceux-mêmes qui sont là tentent de tuer l'héritage du Houphouët-Boigny. Ils sont sortis du PDCI qui a été fondé par Houphouët-Boigny pour aller créer un parti. Et aujourd'hui encore, ils se revendiquent du fouettisme, mais on le voit. Moi, je prends souvent, quand j'analyse Houphouët-Boigny, je dis que Houphouët-Boigny est arrivé au pouvoir avec une opposition. Il est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs partis politiques. Mais Houphouët-Boigny a réussi à réunir tous ces partis politiques et il en a fait un seul, qui était le PDCI. Aujourd'hui, ceux qui se revendiquent du fouet arrivent au pouvoir avec plusieurs partis politiques et ils arrivent à s'en séparer pour rester seuls. Je veux dire que Michel Betta, on va parler de l'héritage politique. Oui, mais c'est on reste dans les actions, on ne parle pas du social tout à l'heure. Je parle de l'héritage. L'héritage politique du fouet, c'est la solidarité. L'héritage politique du fouet, c'est l'unité de la Côte d'Ivoire. D'aucuns disaient que Houphouët incarnait au mieux l'unité du chef, le chef qui savait unir les uns les autres, au point qu'il a pu bâtir ce pays-là dans l'unité jusqu'à ce qu'on le constate après sa mort. C'est vous dire que l'héritage politique de Houphouët-Boigny est grand, mais il faut que nous nous en approprions pour que nos enfants aussi puissent bénéficier de cet héritage. D'accord. On va parler de l'héritage politique, évidemment, Félix Boni, mais je voudrais qu'on parle de ce qui a été fait hier et de ce qui a été notable, comme Valentin Zawi le disait tout à l'heure. Et plus tard, on parlera évidemment de l'aspect politique. Alors, vous avez posé la question en demandant si les gens ont constaté que la célébration des 29 ans est un peu timide. Alors, ce que Betta vient de dire tout à l'heure, ça donne la réponse à cette question. Quand on célèbre un grand homme dont les héritiers sont déjà divisés, je crois que si les héritiers étaient restés unis avec ceux qui sont au pouvoir actuellement, et que tout le monde était uni, je crois qu'ils auraient pu véritablement organiser quelque chose de plus grand. Houphouët mérite plus que ce qu'on célèbre actuellement. On a vu le RHDP faire une messe à la cathédrale du Plateau. Mais est-ce que Houphouët-Boigny appartient à un parti politique? Est-ce qu'il n'appartient pas plutôt à la Côte d'Ivoire? Mais même si Houphouët n'appartient pas à un parti politique, Houphouët est devenu aujourd'hui un produit politique pour des partis politiques. C'est-à-dire Houphouët est devenu aujourd'hui comme un produit commercial. Des gens évoquent Houphouët-Boigny pour grossir politiquement. Du coup, on voit plus le Houphouët politique que le Houphouët, c'est-à-dire cette icône nationale. Sinon, pour moi, célébrer Houphouët-Boigny, c'est des colloques, je l'ai dit, à un niveau international, faire venir des gens pour faire revivre Houphouët et le dialogue, Houphouët et la paix, Houphouët et le pardon, Houphouët et les réalisations. C'est vrai, il y a les réalisations. Harry Konan Bédié et le PDCI-RDA à l'époque au pouvoir avaient les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique.
Avec le président Ouattara, la Côte d'Ivoire a changé pratiquement de visage au plan infrastructurel et tout. Ce sont des bâtisseurs comme Houphouët-Boigny. Mais au-delà de bâtir la Côte d'Ivoire physiquement, est-ce qu'on arrive à bâtir la Côte d'Ivoire, la cohésion nationale? Et c'est là, moi, j'ai un pincement au cœur parce que les valeurs de Houphouët-Boigny, je ne retrouve pas ces valeurs dans tous ceux qui se réclament de lui comme héritier aujourd'hui. Ces valeurs de tolérance, de pardon, de paix et de dialogue surtout. Ce dialogue qui, pour ma part, je ne le sens pas. Houphouët, parler du Houphouët, c'est vraiment des livres qu'on pourrait faire. Houphouët qui arrivait à rapprocher facilement ses adversaires pour en faire des partenaires, pour bâtir. On connaît un peu l'histoire des gens qu'on a bannis et tout, qui ont été des ministres Houphouët-Boigny, qui ont été des chantres d'Houphouët jusqu'à la fin de leur vie sur Terre. Donc, c'est de tout ça là qu'on aurait voulu vivre. Mais tout ça, on ne pourrait restituer tout ce vécu d'Houphouët-Boigny que dans un ensemble cohérent. J'aurais voulu rêver voir qu'on ait un grand parti politique où l'héritage politique soit resté uni et cohérent et que ses fils qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent effectivement magnifier ce grand homme qui aura été grand non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Oui, évidemment. Alors, Élisée Boulogoué, on a entendu Félix Bonny tout à l'heure. De toutes les façons, on va retenir que la marche, je dis le développement au niveau des infrastructures, il en parlait tout à l'heure, on peut quand même retenir que le développement se poursuit. Oui, je pense que sur cet aspect-là, tout le monde ici sera unanime de reconnaître que quand même depuis quelques années, on voit comment la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Comme il a dit sur le plan infrastructurel, beaucoup de choses sont en train d'être réalisées. Mais comme je le dis, il ne faut pas qu'on reste vraiment dans l'émotion sur un certain nombre de sujets. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une chose. On a une population qui est à 77% constituée de jeunes de moins de 35 ans. Donc la majorité n'a même pas connu Houphouët. Ceux qui sont censés faire connaître Houphouët aujourd'hui, comment ils font connaître Houphouët? C'est de ça qu'il s'agit. Faire connaître Houphouët aujourd'hui, ce n'est pas juste montrer des images d'Houphouët et dire qu'il a fait ça, mais montrer les valeurs que Houphouët a incarnées pendant sa gestion, pendant sa conduite des affaires de l'État. C'est quoi qui a caractérisé Houphouët dans la conduite de l'État? C'est ça qui intéresse aujourd'hui, qui pourrait intéresser les jeunes aujourd'hui. C'est quoi en fait? C'est comme il a dit, la solidarité, l'aspect social, mettre le social au cœur du développement. Ça, c'était ça, Houphouët. Houphouët, c'était le travail. Parce que justement, certains diraient que peut-être au temps d'Houphouët, les gens étaient dans du beurre ou bien... Mais quand même, le beurre, là, on l'a obtenu à la suite du travail. C'est parce que les gens ont travaillé qu'il y a eu du beurre. C'est-à-dire le beurre n'est pas tombé du ciel. Donc, Houphouët, c'est le travail. Il faut qu'on puisse inculquer ça aussi aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette au travail. Personne ne viendra bâtir la Côte d'Ivoire pour nous. C'est nos efforts mis ensemble qui feront de la Côte d'Ivoire ce pays que nous voulons voir. Donc, ce n'est pas un chantier qui est exclusivement dédié aux hommes politiques et au gouvernement, mais chaque Ivoirien, quel que soit là où il se trouve, quelle que soit la fonction qu'il occupe, doit se dire que chaque pas qu'il pose contribue à construire le pays. Donc, c'est des valeurs de travail, comme je l'ai dit, des valeurs de solidarité, mais des valeurs aussi d'unité, de cohésion. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points, mais il faut toujours comprendre qu'il y a la nécessité de préserver l'essentiel, la cohésion et la paix. Et ça, c'était toujours le dialogue d'Houphouët. C'était ça, Houphouët a dit, quand on fera la guerre, pour sortir de la guerre, là, ça sera pour discuter, ça sera un dialogue. Donc, faisons l'économie des morts, l'économie de toutes les violences en allant déjà au dialogue. Et ça, je pense que c'est des valeurs, c'est ces choses-là qu'on doit pouvoir inculquer à la jeune génération. Comme je l'ai dit, qu'il y a 77% de la population de la Côte d'Ivoire ne connaissent même pas Houphouët en réalité. Parce que si 77% moins de 35 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la grande majorité des Ivoiriens, n'ont pas connu Houphouët, n'ont pas connu son vécu. Ce qu'ils entendent, c'est les choses qu'on leur dit. Mais il serait bien que tout ça puisse être inscrit dans une attitude, dans un comportement, dans une manière de faire. C'est là qu'on pourra, pour moi, rendre l'hommage que Houphouët mérite. Sinon, juste faire des colloques, c'est une très bonne chose. Peut-être dire aux gens, Houphouët a fait ceci, a fait cela. Mais ce qui pourrait véritablement impacter, c'est de s'approprier les valeurs qui ont incarné Houphouët et puis de les communiquer et de les transmettre de génération en génération. Pour moi, c'est le meilleur hommage, ça. Alors, on va rester dans cette veine. Alors, comment on élargit les sillons de Félix Houphouët-Boigny, Valentin Zawi? Élargir les sillons, je pense que, contrairement à ce que Élisée pense, en fait, on fait parfois l'économie de la réflexion sur notre continent. Quelqu'un qui a géré un pays pendant 33 ans, mais avant ça, déjà en 1945, il était député. Donc, ça veut dire près de 48 ans. Je disais que les 2/3 de son existence sur Terre, il a consacré à servir son pays à un haut niveau. Mais bien entendu, qu'il faut se retrouver pour échanger avec des sachants. C'est ce qu'on fait ailleurs.
Parce qu'il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour dire que tout était merveilleux, tout était magnifique. On n'aide pas la Côte d'Ivoire en disant ça. Bien entendu, le président Houphouët-Boigny a fait de très belles choses, il en a fait de moins bonnes. Mais c'est au cours de colloques, au cours, quand des spécialistes, des sachants se retrouvent, et objectivement, sans état d'âme, sans émotion, et je suis d'accord avec lui, on pose le vrai diagnostic, et c'est parce qu'on a des éléments de ces réflexions qu'après, ça peut irradier la société. Parce que, je l'ai dit une fois... Je veux rassurer Valentin, à aucun moment je n'ai fustigé le colloque, à aucun moment dans mes propos. Non, parce que j'ai pu comprendre qu'il fallait, inculquer les valeurs, mais c'est les colloques qui aident aussi justement à faire passer ces valeurs-là. D'un mot, je termine. Élysée doit comprendre que le sociologue ne peut pas laisser passer les colloques de cette façon. D'un mot, je termine. En fait, je crois que c'était à l'occasion de la journée de l'excellence, là où on remettait, le président Ouattara remettait, j'étais sur le plateau, et je disais que tous nos partis politiques, et c'est heureux qu'en démocratie, on ait des partis politiques qui ont des projets de société, des programmes de gouvernement, mais on doit même, nous citoyens, s'assurer que ces projets-là de nos partis sont en cohérence avec notre hymne national, qui est notre projet de société, pays de l'hospitalité, fiers artisans. On doit travailler la grandeur de la Côte d'Ivoire. Il y a cet hymne national-là, mais après, il y a nos valeurs consignées dans nos devises. Union, discipline, travail. De 1960 jusqu'à ce que le président Houphouët-Boigny quitte la terre des hommes, je peux me tromper, mais je pense qu'il a veillé à incarner ces valeurs-là. C'est peut-être au nom de cela qu'il a voulu qu'il ait un parti unique. Bon, c'était un leurre de penser que près de 15 ou 20 millions à l'époque d'habitants peuvent penser la même chose. C'était un leurre. Mais c'est peut-être sa façon de dire, non, si on est ensemble, on pourra mieux être unis. Donc, il a essayé d'inculquer, d'incarner ces valeurs-là. Sous sa gouvernance, avec ses 15 gouvernements, sauf erreur, mais le travail était au cœur. Mais aussi la discipline. Donc, ce qui est en jeu, ça fait 29 ans qu'il est parti, pardon. Est-ce que les Ivoiriens, est-ce que les citoyens de ce pays, est-ce que nous incarnons nos valeurs nationales, que sont l'union? Ça ne veut pas dire penser la même chose, hein? Se retrouver, c'est l'essentiel. Mais ça se fait dans nos différences. Est-ce que la discipline, est-ce que nous sommes un pays où il y a la discipline? On sait tous combien nous sommes disciplinés dans ce pays. Et à tous les niveaux de la société. On sait aussi notre rapport au travail. Donc, c'est dont il s'agit ici. Et j'estime que ça, c'est un des héritages du président Houphouët-Boigny. Il a montré l'exemple. Donc, oui, ça donne d'aider à réfléchir. Et comment on fait pour faire avancer ce pays? C'est l'affaire de tout le monde. Oui, alors, Michel Bétard, justement, finalement, ce n'est pas que le politique, c'est tout le monde, donc les près que 30 millions d'habitants. Non, vous savez, dans nos pays africains, le politique occupe une place importante dans la direction de l'action sociale et économique. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Oui, donc ça nous amène toujours à indexer le politique, mais sans toutefois oublier que chaque Ivoirien a sa part à jouer. Mais je crois que les Ivoiriens le jouent quand même. Hein, parce que, faut le dire, c'est un pays qui sort d'une crise assez dramatique. Hein, mais chaque fois qu'on parle de paix, les gens se retrouvent. Ils abandonnent facilement la hache de guerre et puis ils se retrouvent. J'en veux pour preuve, en 2020, quand on est sorti de la crise, le président Bédié a accepté de rencontrer son frère Alassane Ouattara. Ça vous dit que les Ivoiriens savent se retrouver quand il s'agit de parler de paix. Et aujourd'hui, nos trois grands se sont retrouvés encore une fois. Mais il s'agit maintenant, quand on finit de se retrouver, de concrétiser ça dans l'action politique. Et c'est là, c'est dommage, mais moi je pense que ceux qui sont à la tête ne le font pas assez. C'est pourquoi je le dis. Sinon, Houphouët-Boigny, c'est tout un pan de notre histoire. Moi, je disais souvent, au départ, j'ai pris cette réflexion de Jean-Noël Loukou, parce que, vous savez, il y a d'autres qui ont combattu Houphouët, mais qui disent, hélas, je lui ressemble. C'est vous dire que Houphouët-Boigny, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous devons être des chantres des valeurs que Houphouët-Boigny a incarnées dans ce pays. Nous devons, à tous les niveaux, moi, je souhaite que nous-mêmes, au sortir d'ici, peut-être qu'on se mette aussi au travail pour dire aux Ivoiriens, vraiment, il y a quelqu'un qui a pensé la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle qu'en 1946, lorsque Houphouët a eu l'argent des agriculteurs, il a envoyé des enfants sans distinction hors du pays pour aller se former. Et c'est ces enfants qui sont devenus les compagnons de l'aventure 46. C'est ces enfants-là, ils ont été les premiers, les premiers directeurs, les premiers dirigeants de ce pays-là qui ont inculqué, aux côtés d'Houphouët, cette dynamique que la Côte d'Ivoire a été, bien qu'étant la Benjamine des colonies de l'Afrique de l'Ouest, de l'AOF, a été l'une des premières puissances dans cette Afrique-là.
Ça vous dit que Houphouët avait une réflexion futuriste de la Côte d'Ivoire et celle-là, il a pu la matérialiser en aidant les Ivoiriens à tous les niveaux à être quelqu'un dans ce pays. Alors, on parle des valeurs que Félix Houphouët-Boigny a incarnées, qu'il a surtout réussi à transmettre, mais il y a une difficulté, comme Élisée disait tout à l'heure, Félix Boni, c'est que 77% de la population ne connaît pas vraiment Félix Houphouët-Boigny. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est la raison pour laquelle moi, je fais partie de ceux qui, comme Valentin, insistent sur les questions de colloque. Élisée vient de dire tantôt que 35%, une bonne majorité des Ivoiriens, à moins de 35%, ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Plus de 70%. Je suis totalement d'accord avec la Côte d'Ivoire, 75% de jeunes de 18 à environ 40 ans. Tous ces jeunes-là ne connaissent pas Houphouët-Boigny. Mais c'est la raison pour laquelle Houphouët-Boigny doit être enseigné. Il faut qu'on enseigne Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il y a de la matière pour enseigner Houphouët-Boigny. Alors, il ne faudrait pas seulement prôner les valeurs dans un contexte, j'allais dire, théorique. Même ceux qui se réclament Houphouëtistes aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y en a plein parmi eux qui ne savent pas qui est Houphouët-Boigny. Ils sont militants, il y a beaucoup. Au niveau politique, il a dit, je suis un militant, c'est tout. Je suis un leader politique qui dit qu'il est Houphouëtiste, donc je le suis. Moi aussi, je suis Houphouëtiste. Ils ne savent même pas. L'Houphouëtisme renferme beaucoup de concepts. Alors, Houphouët a commencé à être responsable pas à un certain âge avancé. L'Houphouëtisme renferme beaucoup de leçons. Très tôt, Houphouët-Boigny a commencé à être dans le combat politique. Et très tôt, Houphouët-Boigny a commencé à être engagé sur le front politique. Pas pour combattre ses frères à l'intérieur, mais pour combattre pour que ce pays puisse avoir son indépendance en 1960. Ce sont toutes ces valeurs qu'on doit enseigner. C'est-à-dire les valeurs qu'Houphouët a incarnées, on doit les restituer. Il faut ressortir ces valeurs, les restituer, les enseigner pour formater la jeunesse ivoirienne, mais même formater nos politiciens, même ceux qui ne sont pas jeunes. Parce que, comme je le dis, on a beau chanter Houphouët et ne pas se comporter comme Houphouët, on est un Houphouëtiste de salon, ou on est un Houphouëtiste de nom. Alors les Houphouëtistes de nom, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. L'autre le disait tantôt. Pourquoi j'ai l'impression que le tableau est trop noirci, Félix Boni? Le tableau n'est pas noirci, je ne noircis pas le tableau. Même l'opposant politique du Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, quand il arrive au pouvoir, moi j'ai entendu Laurent Gbagbo dire ceci, que moi je n'ai rien inventé. Je suis venu, Houphouët avait tout planifié, je n'ai fait que dépoussiérer et je suis en train de réaliser les œuvres du Houphouët-Boigny. Du coup, je reviens à dire que tout le monde, je rejoins Béta qui dit que tout le monde finalement se réclame quelque part un héritage politique du Houphouët-Boigny, un héritage du Houphouët-Boigny. Mais alors pourquoi ne pas prôner ces valeurs? Alors les valeurs chères à Houphouët-Boigny, c'était d'abord le dialogue et la paix. Il faut que le dialogue soit sincère et que la paix, les conditions pour une paix, une stabilisation de nos États soient effectivement établies sur la base de tout ce que Houphouët a posé. Il dit, je ne verserai jamais le sang d'un Ivoirien. Alors est-ce que les actes que nos acteurs politiques posent aujourd'hui sont de nature à nous éviter qu'il y ait du sang qui coule? Après Houphouët-Boigny, on en a coulé suffisamment assez, hein, pendant qu'on a des héritiers du Houphouët-Boigny qui sont parmi les acteurs de ces sangs versés. Élisée Boloubé. Je pense que, comme tu le disais, si bien le tableau a été suffisamment dépeint, pas forcément noirci. Je pense que tout ce qui a été dit quand même, c'est l'état des lieux. Il faut avoir le courage de se regarder en face, de regarder son image dans le miroir, même quand on n'est pas très satisfait de ce que cela nous renvoie. Mais c'est une réalité. Moi, je crois, et je l'ai dit en entame de mes propos, c'est vrai, Houphouët a réalisé beaucoup de choses, Houphouët nous a donné des valeurs et autres, tout ça. C'est Houphouët. Et c'était son temps. Aujourd'hui, c'est Élisée Boloubé qui est là, c'est Kolo Koulibaly, c'est Béta, c'est Boni, c'est Valentin. Qu'est-ce que nous on fait pour que le pays retrouve, comme je l'ai dit, toute sa splendeur et que le pays continue de faire rêver et que les gens ne prennent pas le bateau pour traverser la Méditerranée et que les uns et les autres restent ici, sachant qu'ils peuvent avancer. C'est là toute la problématique pour moi, en fait. Ça veut dire, et je le dis, c'est vrai qu'on a eu des moments de crise. On a eu pratiquement 3 décennies après le départ d'Houphouët-Boigny, de crise. Mais ça fait partie de la vie des nations. Celles qui sont aujourd'hui démocratiquement assises, que tout le monde loue, que tout le monde félicite, sont passées par là. C'est des situations difficiles. On ne restera pas éternellement dans les pleurnichéries, dire qu'on a eu la crise. Non, aujourd'hui, la crise fait partie de notre histoire. On ne peut pas l'occulter. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est de donner une trajectoire à notre pays qui nous permet d'aller de l'avant. Et je pense que c'est là que la réflexion doit tourner. C'est vrai, on est passé par des moments de crise, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que dans les années à venir, on ne retrouve plus une rébellion? Pour que dans les années à venir, on ne retrouve plus une crise post-électorale. Pour que dans les années à venir, on ne retrouve plus à se chamailler pour des questions de succession parce que l'un se réclame héritier de temps pendant que l'autre dit non, c'est moi l'héritier. C'est à ça qu'on doit réfléchir aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est de se regarder en face, de s'asseoir, de soi-même rentrer en soi
et puis se dit, est-ce que, comme Houphouët-Boigny pouvait le dire, ou bien comme la pensée qui passait à l'époque, avant le journal télévisé, qu'est-ce que je fais pour mon pays, ce que je dois, je crois que c'est ça. Voilà, parce qu'on a... C'est vrai qu'il faut peut-être... C'est une doléance, mais je suis à la RTI. Peut-être de ramener ces pensées d'Houphouët là. Mais oui, parce que ça nous permettait quand même de comprendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Est-ce que je fais pour mon pays ce que je dois? Voilà. Donc je pense que c'est cette interrogation que chaque Ivoirien doit pouvoir se poser. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits. Il faut le reconnaître. Je dis que tout n'est pas à 100% bon. Et c'est une réalité. En le disant, ce n'est pas des effets de chimère. Mais aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits. Comme on l'a dit sur le plan infrastructurel, rien à dire. Il y a des efforts. Sur le plan social, même, il y a des efforts avec le PS Gouv 1 qui s'est soldé à le PS Gouv 2. Il y a des actions qui sont faites vraiment en faveur des populations les plus défavorisées. On le sent. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé à la dimension souhaitée par la majorité des Ivoiriens, mais il y a quand même une amorce. Peut-être c'est de dynamiser cela, donner plus d'entrain. Et puis derrière, vraiment, comme je le dis, vous savez, la meilleure manière, comme j'ai souvent l'habitude de dire, de diriger un groupe, c'est l'exemplarité. Quand tu dis aux gens, on ne va pas à droite, et que toi-même tu vas à droite, ça ne peut pas marcher. Tu dis aux gens, on ne va pas à droite, on va à gauche, toi-même tu es le premier à être à gauche. Donc aujourd'hui, il faut que ceux qui sont élevés en responsabilité, nos autorités et tout ça, comprennent que c'est bien beau peut-être de tenir des discours, mais il faut veiller à ce que les actes qu'on pose soient en cohérence avec les discours. C'est important. Et ça, quel que soit le niveau qu'on occupe dans la société, on doit pouvoir marcher de cette manière. Alors on parlera, oui, rapidement. Non, j'ai envie de réagir parce que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Élysée est en train de faire le bilan de l'action gouvernementale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, tu te trompes parce que ce n'est pas le bilan de l'action gouvernementale. Non, enfin, oui, mais Valentin, comme on parle d'hier, parce qu'on dit 29 ans après, on parle d'hier, il faut parler aussi d'aujourd'hui. Non, si vous voulez qu'on parle d'aujourd'hui, bien entendu que le président Ouattara a fait des choses formidables, mais il y en a d'autres, on peut discuter. Ce n'est pas ça mon propos. On a connu le président Houphouët-Boigny qu'on a perdu, 29 ans qu'il est parti. De toute sa vie politique, publique, qu'est-ce qu'on peut sortir pour faire avancer ce pays? À son époque, il y avait le parti unique. Au soir de sa vie, il y a eu le multipartisme. Tout à fait. Quand on fait nos politiques, ils ont, et je pèse mes mots, ils ont réduit ça à une approche tribaliste, au point que les populations se disent, non, je suis Baoulé, forcément, je dois être au PDCI. Je suis Bété, je dois être au FPI. Enfin, ex-FPI, bon, je ne sais pas si on parle des choses ont changé. On en est là. Parce que le FPI existe aussi. Oui, mais je veux dire, FPI, avant la crise de ce parti-là, et ça a été nourri. Ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer un pays. Nos politiques ont... Élysée a raison sur ce coup-là. Ils sont devant, ils doivent donner l'exemple. Ce n'est pas à eux de nourrir ces petits tests-là. Alors, on va rester pour parler maintenant de l'héritage politique. On doit former nos masses populaires et ils ont un rôle important à jouer. Et comme je le disais, en fait, finalement, qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny nous a laissé de bon qu'on pourrait préserver et, j'allais dire, entretenir. Et c'est cela, parce qu'on ne peut pas qu'au temps du parti unique, je vais peut-être méchant pour dire que les élections, c'est peut-être pour la forme, mais bon, ça y ressemblait. Dès l'instant où il y a compétition, quand on dit démocratie, on est dans une logique de dissensus. C'est le minimum, parce que Élysée a le droit, au nom de sa liberté de conscience, de dire, moi, tel leader, il fait mon affaire, ou tel idéal, ça me convient. Et puis, un autre citoyen, pareillement. Mais quand on va en compétition électorale, il y a un minimum de consensus. Et on observe, malheureusement, que chaque fois que chez nous on dit élection présidentielle, c'est des périodes anxiogènes et après il y a mort d'homme. Ça n'a juste aucun sens. Nous sommes la Côte d'Ivoire, un pays modèle et moderne. Donc le fait déjà que nous arrivions à organiser des élections, des scrutins électoraux apaisés, où tous les acteurs se disent, oui, on en fait dans le système, je pense que c'est déjà un bon service qu'on puisse avoir dans ce pays. Et que ce qu'on a connu des années plus tôt, en 2010, chaque fois qu'il y a élection présidentielle, ça ne puisse pas prospérer. Il faut qu'on sorte de ça. Je pense que le président Houphouët-Boigny est très heureux de là où il est. Oui, Michel Bétard, sur l'héritage politique, on avait déjà entendu votre point de vue, mais on peut y aller pour quelques secondes. Non, moi je dis que sur l'héritage politique, vraiment, je suis un peu peiné. Faut pas, je ne veux pas le cacher, je suis peiné. Parce que, en fait, ce que Houphouët nous a montré, et j'invite tout un chacun même à lire les œuvres du professeur Frédéric Gramel, qui nous a produit 3 tomes sur des recherches sur Houphouët-Boigny. Et ça, c'est très enrichissant. Il nous a montré le parcours de l'homme d'abord. Le parcours de l'homme en tant que compétiteur politique. Parce que je le disais tantôt, Houphouët-Boigny a eu à compétir
compéti au plan politique avec des Africains qui avaient de l'audience aussi. Hein. Et ils ont compéti. Houphouët a été vainqueur. Et là, quand il a été vainqueur, sur les élections, on a dit que les élections étaient annulées, on allait les reprendre. Il compétissait avec les partisans de ceux qui étaient au pouvoir en son temps, les colons. Mais Houphouët a demandé à ses partisans de ne pas sortir dans les rues, de ne pas aller affronter les autres. Il a dit de se calmer. Et il est reparti à ces élections-là et il les a gagnées. C'est vous dire que ce homme-là avait une haute idée de l'être humain d'abord. Parce que quand tu envoies tes partisans dans les rues, c'est des scandales, c'est des drames. Il a refusé cela. Et je vais être plus loin. Pour dire que quoi? Pour dire aujourd'hui, quand on parle de l'héritage de Houphouët-Boigny, il faut le prendre dans toute son essence. C'est-à-dire, il faut pouvoir construire une Côte d'Ivoire unie. Je n'ai pas dit l'opposition n'existe pas, mais quand il dit unie, c'est-à-dire quand on se parle, c'est pour appliquer, c'est pour mettre ça en œuvre. Ce n'est pas pour juste parler avec les uns et les autres. Là où ils attendent que vous appliquez, vous les tournez en bourrique. Et au point qu'il y a la méfiance, il y a le manque de confiance. Moi, je crois qu'il faut donner cette attitude-là aux hommes politiques pour qu'un effort soit fait. Il parlait tout à l'heure d'élection. Sur la base de l'élection, il faut un consensus. Sans quoi, on n'irait jamais à des élections. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Toutes les autres partis se plaignent de la conduite du processus électoral. Donc, mais en même temps, avec les intérêts des différents partis politiques en jeu, est-ce qu'on peut vraiment avoir un consensus? On l'a déjà reçu. Michel Bétard, on est obligé d'avancer. On va écouter Félix Boni sur l'héritage politique, surtout en termes de projection. Mais je me demande bien, est-ce qu'on peut parler maintenant d'héritage de Houphouët-Boigny? Parce que l'héritage que Houphouët-Boigny a laissé au plan politique, c'est une gouvernance politique faite de dialogue dans la tolérance, dans le pardon, pour aboutir à la paix. Alors, il a resté un instrument politique qu'on appelle le PDCI-RDA. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, le principal héritage politique de Houphouët-Boigny, j'allais dire, ça s'est frituré. Le PDCI, l'héritage qu'il a laissé, est aujourd'hui au pouvoir et dans l'opposition. C'est-à-dire, le même Houphouët-Boigny est au pouvoir en Côte d'Ivoire, le même Houphouët-Boigny est sa propre opposition. C'est ça la réalité de l'héritage politique de Houphouët-Boigny. Le RHDP, ce sont des Houphouëtistes, ils sont sortis du PDCI-RDA. Si vous voulez, on peut remonter un peu plus loin. Le RDR est sorti du PDCI-RDA et aujourd'hui, on a le RHDP avec d'autres alliés et d'autres sortis du PDCI-RDA qui se réclament Houphouëtistes et qui sont au pouvoir, pendant que le PDCI-RDA, conduit par le président Henri Konan Bédié, soit dit en passant le RHDP avec le président Alassane Ouattara, le premier et unique premier ministre du Houphouët-Boigny qui est au pouvoir aujourd'hui avec le RHDP, et celui qui lui a succédé au pouvoir, Henri Konan Bédié, est au PDCI-RDA, est de l'opposition. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est le gros leader de l'opposition. C'est-à-dire le même Houphouët est au pouvoir et dans l'opposition. Je ne crois pas que de son vivant, ce serait ce que Houphouët aurait souhaité. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la balle est véritablement dans le camp du RHDP. Ça, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Houphouët était au pouvoir, était très fort, et c'est pourquoi il a réussi, par ses préceptes et ses principes, à imposer le dialogue dans la tolérance et le pardon comme instrument de paix en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au pouvoir sont toujours les plus forts. Et comme ils sont euphotistes, qui s'approprient cette valeur du Houphouët-Boigny, qui est une valeur fondamentalement politique, d'un dialogue sincère, dans la tolérance et le pardon, pour qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il pose des actes en ayant à l'esprit ce postulat du Houphouët-Boigny qui a dit faire en sorte de ne jamais verser le sang d'un Ivoirien. Parce que quand on est au pouvoir, on a la gouvernance de toute la nation et on a la vie de toute la nation entre ses mains. Et donc, moi, je lance cet appel spécifiquement au président Ouattara et à ceux qui sont au pouvoir d'avoir l'humilité politique du Houphouët-Boigny pour construire un véritable dialogue apaisé dans un esprit de tolérance et de paix. Parce que plus on est au pouvoir, qu'on est fort, qu'on tolère, on est le plus fort. Et quand on est le plus fort qu'on tolère, ça va de soi que les autres vont suivre. Et qu'on ait un véritable dialogue qui va nous permettre d'organiser en 2023 des élections locales apaisées et en prélude en 2025, bien entendu, pour qu'on aille en 2025 à des élections présidentielles également apaisées, comme on en a eu en 2021 avec les élections législatives, qui étaient très inclusives. La seule élection de moi, de nous tous ici, nous sommes tous jeunes ici, la seule élection que nous avons vue où on n'a pas déchiré un seul bulletin de vote. Il n'y a pas eu d'éclat de voix. Que ceux qui sont au pouvoir
vraiment s'approprier ces principes du Houphouët-Boigny pour nous conduire véritablement, pour sortir de toutes ces crises qu'on a vécues. Parce que les Ivoiriens sont vraiment fatigués. Et Élisée Boligoué? Ben moi, en termes d'héritage qu'on peut retenir, comme tu le disais, que ce soit politique, moi, la première chose d'abord, pour moi, c'est le dialogue et la paix. À cet effet, je pense que des efforts sont faits. Des efforts sont faits de part et d'autre. Parce qu'on pourra dire peut-être que le gouvernement a pris l'initiative du dialogue politique, mais il a fallu que l'opposition aussi accepte d'aller à ce dialogue pour que le dialogue ait lieu. Sinon, ça allait être un monologue. Donc déjà, à ce niveau, je crois que les acteurs politiques tracent des sillons qu'il faut peut-être renforcer. Il faut peut-être institutionnaliser ce cadre-là pour qu'on reste vraiment dans les domaines de dialogue, parce que le dialogue permet quand même de résoudre des dissensions et nous permet d'avancer. Ça crée, comme je le dis, les sillons pour la paix. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment qu'on maintienne cet héritage-là, la question du dialogue. Quand les points d'achoppement vont arriver, il n'y a aucune nation où il n'y a pas de point d'achoppement. Ça va toujours arriver. Ça fait partie de la vie même de l'homme. La vie de l'homme rime avec conflit. Ça, c'est pour ceux qui peut-être pensent qu'il y a un monde de bisounours ou rien. Non, ça, il faut vraiment qu'on sorte de ça. Ça, il y a des conflits, ça fait partie de la vie. Mais qu'est-ce qui fait que certaines nations arrivent à traverser des situations dites des situations tendues avec la plus grande sérénité et que d'autres n'y arrivent pas? C'est juste le cadre institutionnel, le contexte qui est créé. C'est juste ça. Donc, vraiment, peut-être maintenir le cadre du dialogue pour qu'on puisse tracer les sillons de la paix. De l'autre héritage, c'est de poursuivre vraiment le développement, comme Houphouët l'a fait. Aujourd'hui, nous, on se balade dans les rues du plateau. On est émerveillé même par des immeubles qu'on voit, par des infrastructures qu'on voit, mais qui datent de l'époque d'Houphouët. Bon nombre même de nous, ici, n'étaient même pas nés quand Houphouët a réalisé certaines choses qui, aujourd'hui, continuent de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, on reste dans ce domaine du développement, parce que c'est important pour une nation. Surtout que la population ne fait que croître. Et aujourd'hui, on est dans un village planétaire. Le monde, c'est un village planétaire. Donc, si tu n'avances pas, tu vas reculer. Et Houphouët nous a laissé, comme on le dit, la première place dans l'UEMOA. Cette place-là, on doit la garder jalousement, ne jamais la perdre. Peut-être même chercher à reconquérir et avoir la première place à la CEDEAO. Ça doit être maintenant notre objectif. Et ça, c'est ensemble qu'on doit lutter pour pouvoir réaliser cela. Pas loin. Houphouët nous a laissé la première place de l'UEMOA. Nous, disons-nous, qu'on doit laisser à nos enfants la première place de la CEDEAO. Et peut-être nos enfants vont laisser maintenant la première place de l'Union africaine. Donc vraiment, il faut qu'on ait ces ambitions-là. Donc des ambitions de construction et pour bâtir. Moi, je vais terminer par dire une chose. Et ça, c'est vraiment un plaidoyer. Une nation ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas se développer, ne peut pas réussir sans éducation. Par les compassions du Seigneur, remettons l'éducation au cœur de notre société. C'est ça qui va nous permettre de réaliser des exploits, de réaliser des progrès sur le plan politique, économique, social. C'est l'éducation. Il faut vraiment qu'on revienne à ça. Houphouët l'avait compris. On a parlé de l'aventure 46. Mais après ça, Houphouët a bâti des écoles, il a bâti des universités, il a construit des infrastructures éducatives qui aujourd'hui continuent encore de faire notre fierté. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des cadres, des gens aguerris, qui ont permis d'avoir les lauriers qu'on a eus. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, on a parlé du beurre, mais le beurre n'est pas tombé du ciel. Il a fallu que des gens travaillent pour qu'on puisse obtenir ce beurre. Donc vraiment, remettons la question de l'éducation au centre de la vie de la société. Et vous allez voir que d'ici les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, on sera sur une trajectoire inarrêtable. Donc voici ce que moi je peux dire. Merci. On passe au deuxième thème. La décision est tombée, vous le savez, en début de semaine, au terme du sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. L'ultimatum de l'organisation sous-régionale à la junte malienne, Bamako a jusqu'au 1er janvier pour libérer les 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier. Davis Oyo en parle et on se retrouve. Réunis à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la sous-région ont pris d'importantes décisions. Lors de la 62e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il s'agit de la création d'une force militaire régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et la demande de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali avant le 1er janvier 2023. Un ultimatum qui intervient après plusieurs négociations soldées d'échecs entre la communauté régionale et le pouvoir de Bamako. Sans oublier les négociations entreprises également par le gouvernement ivoirien pour la libération de ces soldats. Abidjan a même qualifié d'inacceptables les conditions posées par la junte au pouvoir. Les chefs d'État de la CEDEAO ont aussi décidé de taper du poing sur la table, au cas où l'ultimatum ne serait pas respecté. Une batterie de sanctions est donc prévue. Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans le dossier, se rendra à Bamako les jours à venir pour faire passer le message. Cette décision prise par la CEDEAO va-t-elle faire fléchir la junte malienne au pouvoir?
Alors, je vous renvoie la question en plateau ici, en commençant par Michel Betta. Ça hausse le ton au niveau de la Oui, CEDEAO. mais ça hausse le temps, mais ça inquiète en même monte temps. les muscles. Voilà, ça inquiète, parce que ce n'est pas le premier ultimatum. Ouais. Bamako n'a pas respecté. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on entend faire pour qu'il respecte? Ça, c'est une question. Mais je vais plus loin, parce que là, quand les chefs d'État lancent l'ultimatum, ils disent en même temps qu'ils vont créer une force militaire pour endiguer les coups d'État et quoi encore, lutter contre le terrorisme. Voyez-vous, ça m'a un peu plus effrayé, encore plus. Quand je dis effrayé, je mesure mes mots. Vous voyez, la CEDEAO, le Mali, c'est un pays qui compte de nombreux habitants. Imaginez-vous qu'une force militaire qui n'a pas été créée depuis le début des forces djihadistes, aujourd'hui va s'installer au Mali. Comment les Maliens prendraient ça? Ils prendraient ça comme un affront, comme un affrontement. Et si cette population malienne a commencé à quitter ces zones, vu qu'il y a une force que le Mali n'a pas souhaité qui venait s'installer là. Mais on verra qu'il y a une exode massive de populations qui iront dans les pays limitrophes et ça va déstabiliser la sous-région. Je n'imagine même pas ça. Ça vous dit qu'aujourd'hui, la CEDEAO ressemble plus à une CEDEAO des chefs d'État que des peuples. En son temps, on nous parlait de la CEDEAO des peuples. J'ai dit, mais où elle est passée, cette CEDEAO des peuples? Où on dit... Mais Michel Betta, vous allez trop loin. On parle des 46 soldats ivoiriens, il y a un ultimatum. Comment on l'apprécie, la CEDEAO des peuples, etc. C'est une politique. Quand je dis ça... On pourrait peut-être en parler plus tard, mais je veux dire quoi? Pour les 46 militaires ivoiriens, on est peiné que nos frères soient encore là-bas. Mais moi, je dis toujours, il faut utiliser la voie diplomatique. Parce que la voie des armes, là où on a utilisé les armes, ça détruit les États. On envoie au Liban. Bon, pour le moment, la CEDEAO n'a pas encore parlé du moyen à utiliser. Mais on va écouter Valentin Zawi. Mais c'est quand même une situation qui est dure. La voie diplomatique, elle court encore, de toutes les façons. Alors, comment ça se passe pour la suite, selon vous, avec cet ultimatum? Ben, à la suite de ce que M. Bété a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a une situation qui est foncièrement gênante. Qu'il y ait des coups d'État, un double coup d'État au Mali, que la CEDEAO monte ses muscles, ça a du sens. Parce que par définition, on peut pas se dire démocrate et valider, approuver des coups d'État. C'est juste un non-sens. Il y a cet aspect des choses. Et puis après, je pense que c'est une situation, comme les diplomates, bilatérale. C'est entre le Mali et nous. Certains de nos compatriotes militaires ont été envoyés au Mali. Ils étaient 49. Après, 3 ont été libérés pour raisons humanitaires. Aujourd'hui, la CEDEAO se réunit, elle lance l'ultimatum au Mali, mais comme dirait quelqu'un, la CEDEAO juste sa crédibilité. Et je suppose que nos chefs ont pris les dispositions pour ne pas qu'on continue de monter les muscles, parce que ça n'a jamais rien réglé. Et je termine avec ça. Tous les pays de la CEDEAO sont des républiques, donc la chose publique. Des pays où, par définition, les citoyens, il est au cœur, n'est-ce pas, de l'action politique. Des pays où nos gouvernants doivent nous rendre compte. C'est cela, en démocratie. Je peux me tromper, mais j'observe que depuis le 10 juillet où ces compatriotes ont été arrêtés, on a un parlement bicaméral. On a des députés, on a des sénateurs. Je peux me tromper, mais je n'ai pas eu un jour où nos députés ou nos sénateurs ont demandé à entendre le ministre de la Défense pour comprendre, le ministre d'État, pour comprendre ce qu'il en est. Donc, comment voulez-vous qu'on épile? Je me permets peut-être d'être débatteur, mais j'ai la réponse parce que, effectivement, le ministre de la Défense est passé à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur en a parlé au Sénat, etc. Ah, le ministre de la Défense est passé à l'Assemblée nationale, donc j'ai raté cet épisode. Il en a parlé, celui de l'Intérieur aussi. Donc, autant pour moi, j'ai raté cet épisode-là. Donc, oui, après, si on a les éléments, on peut en débattre, mais je vais dire, est-ce que, comme disait M. Betta, est-ce que c'est les ultimatums qui vont régler le problème? C'est des situations, même si le dossier a été judiciarisé, mais j'ai cru comprendre que le ministre togolais Robert Dussé des Affaires étrangères était le médiateur sur le sujet. Est-ce qu'il a vraiment... C'est toutes les voies de médiation. Donc c'est assez difficile. Si nos chefs estiment que c'est en montrant la force qu'on règle le problème, c'est leur droit que nous respectons, mais ce n'est pas ce que je le souhaitais, l'Africain que nous sommes. J'avoue que je m'approprie une partie des propos de Valentin parce que j'aurais bien voulu que, effectivement, cette intervention du ministre de la Défense ou de l'Intérieur, c'est une affaire qui implique tous les Ivoiriens. C'est 49 Ivoiriens, 46 qui y sont encore, qui sont quand même à l'étranger. On dit qu'ils sont allés en mission. Des Ivoiriens qu'on a mis en mission pour aller aider un pays et qui sont
l'otage d'un pays voisin. Je crois que tous les Ivoiriens ont besoin de connaître l'information. Et c'est en cela qu'on aurait certainement, si cette séance parlementaire a eu lieu, elle devait être une séance d'information parlementaire faite en direct pour vraiment informer toute la nation. Parce que là où nous sommes, tous autant que nous sommes, je suis persuadé que moi, il y en a suffisamment parlé. Oui, mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Les Ivoiriens n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ceci étant, ça c'est un cas, ça c'est entre nous Ivoiriens. Ce sont 46 Ivoiriens qui sont à l'étranger. Et le Mali, j'ai vu effectivement les ultimatums de la CEDEAO. Je crois que le Mali a été sanctionné une première fois. Ça n'a pas trop grand-chose. Et ces ultimatums de la CEDEAO, cette CEDEAO, elle ne dispose pas véritablement de moyens de pression. Alors, mon cher frère Beta, ne rêve pas à la création de cette armée. Vous verrez que d'ici 5 ans, c'est comme à l'Union africaine, ça fait plusieurs sommets de l'Union africaine auxquels j'ai participé à Abuja où on a annoncé l'armée. Merci, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller idée par idée, Félix? Je dis ça pour dire que les pressions, les moyens de pression de la CEDEAO, généralement, n'existent pas. Vous voyez, le Mali, c'est conforté dans une certaine posture. Lorsque vous commencez à mettre certaines pressions, le Mali continue à composer avec la Guinée, la Mauritanie, qui ne font pas partie de la CEDEAO. La Guinée qui a également une junte militaire là-bas. Ils arrivent quand même plus ou moins à contrôler certaines choses. Ce que je voudrais dire... de la CEDEAO? Oui, la Guinée fait partie de la CEDEAO. La Guinée fait partie de la CEDEAO. Oui, la Guinée fait partie, mais la Guinée, suspendue, est revenue. Mais la Guinée, par contre, a aussi une junte militaire et est très proche, d'ailleurs, ces deux chefs d'État se sont visités, très proches du Mali, et en collaboration, en solidarité même avec le Mali. Ce que je voudrais dire par contre aux Maliens, et il faut le dire, parce qu'il faut actualiser la donnée, l'information qui est passée à la RTI, à la télévision tout à l'heure, parce que le ministre togolais des Affaires étrangères s'est rendu à Bamako pour l'informer, et il n'était pas seul. Il était accompagné du secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix de l'ONU, M. Jean-Pierre Lacroix, également aussi de Wan El Gassim, qui est le représentant de la MINUSMA, comme ça se dit, du secrétaire général de l'ONU au Mali, pour aller lui porter l'information. C'est-à-dire l'affaire a pris une certaine proportion. Mais en retour, ce qu'on a eu comme information, c'est que le Mali, dans un mémorandum, demande à la Côte d'Ivoire de venir lui apporter assistance dans ces difficultés. C'est-à-dire le Mali souffre le chaud et le froid. Et c'est ce que je ne comprends pas dans l'affaire. Ou bien vous utilisez le droit, parce que pendant ce temps, il y a une procédure de droit, de justice qui continue. On attend aujourd'hui la décision du parquet général de Bamako. Ou bien vous utilisez la procédure de droit, ou bien vous utilisez la diplomatie, ou bien vous utilisez la négociation pour ici. Mais on ne peut pas utiliser tous les trois pour régler un problème. Il faut que les Maliens sachent ce qu'ils veulent. Ou bien on sort de cette crise par la négociation. Alors on demande à la Côte d'Ivoire, aidez-nous. Et nous, vous nous libérez nos 46 soldats. Au lieu de janvier, nous, on est un pays laïque, mais beaucoup aussi chrétien. Vous nous faites ce cadeau de Noël. Avant Noël, vous libérez les 46 Ivoiriens. Alors la Côte d'Ivoire sera dans de bonnes dispositions pour dire, voilà, le bon voisinage existe, donc on peut venir vous aider. Mais en même temps que vous négociez cela, vous avez le droit sur la tête de nos soldats. On ne sait pas, ils sont encore en prison. Ils vont finir par traverser le 1er janvier sans qu'on ne puisse les avoir ici. Alors comment voulez-vous qu'on vous aide? Mais il faut que les Maliens choisissent clairement la voie de sortie de cette crise qui n'est que par la négociation, parce que deux bons voisins, c'est par le dialogue qui sort des crises pour maintenir cette ambiance de bon voisinage. Allez, Élisée Boloué. Bon, moi je pense que déjà il faut retenir une chose. La CEDEAO agit un peu en fonction de son mandat. La CEDEAO prend des décisions sur la base de son fonctionnement. Je crois que dans ce cadre de situation-là, c'est plus ou moins ce que la CEDEAO pouvait faire conformément à son mandat. Pour rappel, je dirais même que, peut-être certains ont oublié, mais le secrétaire général même des Nations Unies, Guterres, a demandé à la junte de libérer les 46 soldats il y a de cela quelques mois. Est-ce qu'il a donné un ultimatum? Il leur a demandé de libérer... Non, attends. Je dis, il leur a demandé de libérer les 46 soldats et il a même été loin pour dire que ce n'étaient pas des mercenaires. Les Nations Unies ont produit des documents dans ce sens. La CEDEAO demande, comme je le dis conformément à son mandat, aux 46 soldats. Parce que ce qu'il est important de dire, on est devant des Ivoiriens, il faut aussi dire des choses. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas resté les bras croisés tout ce temps. Hein. Il y a eu des médiations, il y a eu de la diplomatie, la voix de... C'est vrai que dans les premières heures, on a vu la Côte d'Ivoire taper du poing sur la table, il faut qu'on libère nos soldats. Mais après, devant la réalité, on a fait profil bas, on a engagé des négociations et des négociations ont suivi. Le président du Togo est le médiateur dans cette crise-là. Il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, mais c'est lui le médiateur dans cette crise. Et il y a eu plusieurs missions
qui sont partis et plusieurs échanges entre Abidjan et Bamako via Lomé. C'est des choses qui ont été faites. Pourquoi aujourd'hui la CEDEAO arrive à demander ou du moins à faire cet ultimatum? Je pense que c'est parce qu'à un certain moment, peut-être, ils estiment qu'ils sont exacerbés et qu'ils ont en face des gens qui ne veulent pas comprendre ou bien qui sont animés d'une volonté de faire chanter, en fait, en réalité. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, aujourd'hui, on peut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est en situation, en situation délicate vis-à-vis du Mali parce que c'est nous qui avons les soldats en prison. Mais on est en Afrique. Vous êtes dans une organisation sous-régionale. Et ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Moi, je pense que c'est le message qu'on veut mettre derrière. Pas juste de dire libérer, sinon on va vous... Non. Et puis la question, il est important aussi de le préciser, la question des soldats ou bien de l'armée qu'on veut mettre en place. Ce n'est pas juste orienté sur le Mali. Hein. Lis bien le communiqué. On dit qu'on veut une force qui va venir combattre le djihadisme, mais une force aussi qui va mettre un terme à la prise des pouvoirs de façon illégale. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on est dans une situation où on se rend compte, en tout cas les 10 derniers mois, où tous nos voisins, on a pratiquement la moitié qui aujourd'hui est dirigée par des jeunes, des prises de pouvoir. On sait ce que ça donne. Moi, j'ai toujours dit, et ça, je le maintiens encore sur ce plateau, si c'est juste venir prendre le pouvoir parce qu'on estime que le président qui est là n'est pas compétent pour faire quelque chose, et qu'on prend le pouvoir et que 10 mois après, 1 an après, on n'a même pas bougé d'un iota, mais ce n'est pas utile. Il faut qu'on ait aussi l'honnêteté de reconnaître que ce pour quoi on a pris le pouvoir, on ne l'a pas réalisé. Et comme on ne l'a pas réalisé, on revient à quelque chose de normal. Ça, c'est une cuisine interne, ça ne me regarde pas. Mais pour ce qui est de la CEDEAO, je reviens et je dis, pour ma part, que la CEDEAO agit conformément à son mandat, conformément à ses principes, dans de tels cas de situation. Moi, j'espère, pour ma part, puisque la médiation continue, c'est vrai, le ministre des Affaires togolais est parti avec toute la délégation, comme l'a dit Félix Boni, au Mali, mais le dialogue n'est pas rompu, ça se poursuit. Exactement. Pour ma part, j'espère que d'ici vraiment la fin de ce mois, les différentes parties arriveront à s'entendre pour que les 46 se rendent. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, et ça, je le dis aussi sur ce plateau, nos militaires ne sont pas des mercenaires. J'en veux juste une preuve. Ah oui, je pense qu'on a quand même... Voilà, ça, ce n'est pas des mercenaires. J'en veux juste une preuve. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez des mercenaires et puis demander une monnaie d'échange en retour pour dire non, donnez-nous certaines personnes et puis nous, on va libérer vos soldats. Ça, c'est du chantage. Donc, moi, ça me suffisait juste pour que je comprenne qu'on n'a pas affaire à des mercenaires. Et j'espère, comme je le dis, que la sagesse va habiter les uns et les autres pour que d'ici vraiment... Bon, peut-être même si on veut, on peut aller après janvier. Moi, ce n'est pas la date qui est pour moi, ce n'est pas fétichiste pour moi. On peut aller après janvier, mais au moins que la sagesse anime les uns et les autres pour qu'on vienne à libérer les soldats. Oui, il est quand même temps, Valentin Zawi, qu'on en finisse aussi. Oui, oui, bien sûr, c'est le souhait de tout le monde. Non, je souris parce que j'étais en train de réfléchir à cette séance-là que le ministre d'État de la Défense a eue. Je pense que c'est une très bonne chose. Si elle a eu lieu, j'avoue que mea culpa, moi je l'ai loupé. C'est une très très bonne chose. Donc, écoutez, la CEDEAO a le droit légitime de décider de ce qu'elle veut. Mettre en place une armée, c'est son droit. Mais nous sommes des Africains. Il y a le principe de l'aba palabre. Élysée l'a dit. Je me dis certainement que oui, il y a forcément une action diplomatique qui est en vue. Notre souhait... Qui n'est pas en vue, qui est en cours depuis le début. Oui, pardon, autant pour moi. Oui, bien sûr. Et il a aussi raison. Apparemment, sur ce dossier, vous êtes un peu au ralenti. Non, c'est ce que je dis. Élysée a raison. Et j'apprécie la posture que nos dirigeants ont en la matière. Vraiment, modération, ça c'est une très bonne chose. Et en cela, l'héritage du plan Houphouët-Boigny est vraiment bien géré par le président Ouattara. Non, je le dis, parce qu'en plus... Mais ça fait rire, Élysée. Non, mais c'est ce qui est. Non, je suis... Non, on est alliés sur le sujet. On est alliés. Bien sûr, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais en plus, et je le dis en tant que citoyen ivoirien, ce pays est grand. Le président Houphouët-Boigny, il a maintenu grand. Et je pense que le président Ouattara, en la matière, il est aussi son héritier. Donc, un pays grand, je fais confiance au président Ouattara pour trouver une voie diplomatique qui arrange tout le monde, au nom des relations multiséculaires qu'on a avec ce pays, là, frère. On souhaite tous qu'il y ait une issue heureuse pour tout le monde. C'est ça. Oui, Michel Beta. Oui, vous savez, souvent quand on dit le Mali a fait du chantage, a demandé une monnaie d'échange, moi, j'observe un peu ce qui se passe ailleurs. Hein. Les États-Unis et la Russie viennent d'échanger des prisonniers. Ça s'est fait à Doha récemment. Mais les échanges de personnes, de prisonniers, ça se fait. Quand le Mali demande des personnes aussi, bon, moi je pense que tout cela, c'est la négociation, c'est la diplomatie. Il ne faut pas écarter ça du revers de la main. Parce que, en fait,
Les autres le font. Faudrait pas qu'on pense que c'est ici seulement. Les autres le font. C'est pourquoi, certainement, le Mali aussi ose demander. Mais je veux pour... Valentin n'est pas très d'accord. Oui, j'ai une petite réserve. Oui, c'est normal, c'est normal. Là, on parle de citoyens maliens en détresse parce qu'il y a eu crise qui viennent se réfugier chez nous. C'est des hommes politiques. On peut pas dire... C'est la même chose. Permettez que j'ajoute la même aussi. chose. Oui, Beta va terminer. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Boni, ils peuvent se retrouver dans la position de ceux qui sont à Non, je n'en disconviens pas. On a eu des citoyens qui étaient au Ghana, qui ont été ramenés en Côte d'Ivoire. Qui ont été ramenés en Côte d'Ivoire. Il y en a eu des citoyens au Ghana. Non, je ne dis pas que c'est un bon exemple, mais je dis que ça se fait. Quand quelque chose se fait, on essaie de regarder. Mais je vais plus loin pour dire que, vous savez, souvent sur les questions militaires et diplomatiques, elles sont délicates, ces questions. Quand je dis elles sont délicates, moi, c'est vrai que depuis que ça a commencé, on a tapé du poing sur la table. C'est depuis juillet. Le 10 juillet, oui. Depuis juillet, on a eu 3 libérés. 3 personnes libérées. Donc, de juillet à décembre, on a eu 3. Mais pourquoi penser que tout doit être fait en même temps? On a eu des crises en Côte d'Ivoire, mais qui ont plus duré que ça. Mais tout cela, on doit poursuivre la négociation et espérer que cette négociation aboutisse. Et puis, je vais plus loin, il y a d'autres entités dans la nation qui ont demandé à participer à la négociation. Il faut les inclure. Ce n'est pas une affaire seulement du pouvoir, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. En d'autres circonstances, dans certains pays, il y a des personnes qui n'étaient pas au pouvoir, qui ont pu dénouer certaines situations compliquées comme celle-là. Donc, il faut faire confiance à ces personnes aussi qui veulent s'impliquer dans la résolution de cette crise-là et leur donner l'occasion. Alors, on vous a bien entendu, Félix Boni. Moi, je sais que nous sommes aujourd'hui dimanche 11 décembre. Dans 2 dimanches, on sera à Noël. Mon petit doigt me dit que d'ici là, nos frères qui sont à Bamako détenus, certainement vont revenir. Je fais confiance au président Assimi Goïta parce que je sais qu'avant cette crise, lorsqu'on avait la fête de la Tabaski, la grande fête, il a envoyé des dizaines de moutons au président de la République. Cette fois-ci, au lieu de moutons, je crois que ce sont nos 46 soldats. Vous semblez bien informé. Parce qu'il semble que, pour les informations que j'ai, il semble que le dialogue souterrain, quand même, il y a une négociation directe quand même, au-delà des médiateurs, il y a quand même les 2 pays se parlent. Il faut vous remarquer de plus en plus les discours enflammés de Bamako ou d'Abidjan, il n'y a plus de discours enflammés. Et donc, j'ose espérer qu'avant Noël, on retrouvera nos 46 soldats, parce que moi aussi, je suis de ceux qui pensent que ce ne sont pas des mercenaires. Ces Ivoiriens ne doivent pas être des mercenaires. On a vraiment dépassé ce niveau. On ne connaît pas totalement les tenants et les aboutissements, mais je suis persuadé que ce ne doit pas être des mercenaires. Parce que le Mali qui demande que la Côte d'Ivoire soit à ses côtés pour l'aider dans ses difficultés, ce Mali-là, s'il avait effectivement affaire à des mercenaires, peut-être ne serait pas de bander les muscles et en même temps demander soyez à côté de nous. Mais qu'ils arrêtent, si c'est du chantage, qu'ils arrêtent le chantage. On est entre nos frères africains, voisins de surcroît, unis par des relations multiséculaires, libérer les 46 soldats. On va tous fêter les fins d'année. C'était le dernier tour de table, celui qu'on n'a pas entendu justement, c'est Élysée, et puis on va terminer. Mais que dit d'autre? Je pense que le tour de table a quasiment tout dit. Moi, je veux qu'on retienne une chose. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Ça, c'est ce que Houphouët-Boigny nous a dit. Et l'expérience de la vie nous a toujours démontré effectivement que le dialogue, c'est l'âme des forts. Et je crois que c'est déjà une bonne poursuite. C'est vrai que peut-être dans les premières heures, on a été assez speed. On a été vraiment assez dur en tapant du poing sur la table. Mais c'est aussi une réaction. Souvent, on est tous des hommes. On se dit, j'ai dû agir parce que là, vraiment, j'en tenais plus. Mais après, avec du recul, on se dit, bon, OK, donnons l'opportunité de faire ce on sait mieux faire, c'est-à-dire le dialogue qui nous a donné des résultats probants. Et c'est ce dialogue-là que la Côte d'Ivoire a entrepris depuis un moment avec le pays frère du Mali. Moi, à la suite de Félix Boni, je peux dire que je reste fondamentalement convaincu que ça va porter des fruits. C'est pourquoi même quand je vois le thème ultimatum, moi, je ne veux même pas m'attarder vraiment sur ce que la CEDEAO dit sur l'ultimatum. Moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, je dis aujourd'hui, la posture de nos autorités, c'est d'engager la négociation avec les Maliens. Et cette négociation est en cours et nous espérons que d'ici la fin de l'année, ça va porter des fruits. Vraiment, Merci. Le Club de la Presse ce soir, c'est terminé. Merci à tous nos invités, Michel Beta, Valentin Zawi, Élysée Bolouboué, Félix Boni. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche pour un nouveau numéro du Club de la Presse.